C'est reparti pour un tour. 2 mois après la première mobilisation, les Gilets jaunes vont à nouveau battre le pavé samedi avec des manifestations à Paris, Toulouse, mais aussi Bourges où de nombreux contestataires ont décidé de se rendre. Alors que les manifestations contre la fiscalité pour le pouvoir d'achat se multiplient, la question du coût du logement passe à la trappe et pourtant l'augmentation des loyers et l'incapacité d'accéder à la propriété participent à l'appauvrissement des foyers. Madame, monsieur, bonsoir. Et de neuf, samedi, les Gilets jaunes se sont encore donné rendez-vous aux grandes dames de l'exécutif pour cette mobilisation. De nombreux contestataires entendent se retrouver à Bourges. Paris et Toulouse devraient aussi être des lieux importants de manifestation. Le gouvernement, lui, est une fois de plus complètement dépassé par un mouvement qu'il ne comprend toujours pas. Plus de 2 mois de mobilisation et toujours autant de détermination. Ce qui aurait pu être un petit phénomène de grogne s'est transformé en véritable bras de fer sur le long terme entre les Gilets jaunes et l'exécutif. Et pour cet acte 9, une partie des Gilets jaunes entend innover et faire ce que l'État n'a jamais su faire, décentraliser. Le lieu de rassemblement choisi est Bourges et l'événement est soutenu par les représentants Maxime Nicole et Priscilla Ludowski. Le rassemblement n'a cependant pas fait l'objet d'une déclaration préalable et est donc illégal. Plus de 2500 personnes au moins devraient cependant participer à l'événement. Par mesure de sécurité et pour le plus grand plaisir des contribuables, les eurodateurs ont été retirés des rues de la capitale du Cher. Des manifestations non autorisées et illégales, tout comme la très large majorité des manifestations qui auront lieu partout en France. Partout en France et tout particulièrement à Toulouse, où les différentes composantes des Gilets jaunes se sont entendues pour une manifestation commune. Ces derniers pourraient d'ailleurs être plus de 10 000, un chiffre loin d'être anodin. À Paris, les partisans d'Éric Drouet ont eux pris rendez-vous à la Défense, avec un lieu exact de rassemblement qui sera dévoilé au dernier moment. Plus de 10 000 personnes pourraient se joindre au rassemblement et du matériel urbain a été retiré de plusieurs quartiers de la capitale, ce qui n'avait pas été fait la semaine passée, laissant présager la crainte des autorités de l'État. Paris fait d'ailleurs figure de cas à part dans ces manifestations. Les cortèges y sont beaucoup plus hétéroclites qu'ailleurs, rassemblant mécontents venus de province, militants nationalistes comme anarchistes. La part d'habitants de Paris intramuros y paraît d'ailleurs assez faible. Ville capitale, Paris bénéficie d'un effet loupe de la part des médias et les manifestations y sont particulièrement suivies par les caméras, même si elles ne reflètent pas forcément toujours le mouvement initial. Côté force de police, on craint le pire partout sur le territoire et le dispositif atteint à nouveau son niveau le plus haut avec 80 000 policiers et gendarmes en France, dont 5 000 pour Paris. Parallèlement aux mobilisations jugées sensibles à Toulouse, Bourges et Paris, d'autres villes devraient connaître des manifestations d'importance. C'est le cas de Strasbourg, Lille, Nantes, Rennes, Lyon, Bordeaux ou encore Marseille. Des actions partout en France, beaucoup d'inconnus sur les méthodes et aussi sur l'hypothétique mobilisation des gitans. Après l'arrestation du charismatique boxeur Christophe Détinger, de nombreux gitans et autres gens du voyage ont appelé à la mobilisation. L'expression « patate de forain » n'existant pas par hasard, on peut imaginer qu'une mobilisation massive de cette communauté pourra contribuer à équilibrer les débats entre CRS et manifestants. Face à ces interrogations, à toutes ces mobilisations et après 2 mois de manifestations, l'exécutif paraît plus que jamais dépourvu face aux Gilets jaunes, un mouvement que les politiques de tous bords peinent à comprendre et qui capitalise sur la frustration engendrée par l'injustice fiscale et sociale et des décennies d'incurie politicienne. L'immobilier au cœur de la crise sociale, alors que le mal-être des Français s'exprime à travers le mouvement des Gilets jaunes, la question du coût du logement et de l'accès à la propriété pourrait être relancée. Des prix de l'immobilier qui n'en finissent plus de grimper malgré le ralentissement de la croissance et le climat de morosité qui frappe l'économie française. Le prix de la pierre, lui, demeure élevé. Pire, il augmente. Le prix du mètre carré en France a atteint en 2018 en moyenne 2 595 €, soit une progression de 1,7% par rapport à 2017, selon un rapport annuel publié par l'entreprise Century 21. Le nombre de transactions, près d'1 million, est lui en stagnation. Et si le prix du mètre carré est très différent selon la région donnée, avec en moyenne près de 9 500 € à Paris et une hausse de 4,1%, quand la Nouvelle-Aquitaine, bien moins chère, avec une moyenne de 2 227 € du mètre carré, soit une hausse de 7,5%, ce sont naturellement majoritairement les régions à forte attractivité économique, les bassins d'emploi, qui voient les prix s'envoler. La stagnation du nombre de ventes et l'augmentation du prix au mètre carré a une conséquence directe pour les locataires.
l'augmentation du loyer, une augmentation qui provoque irrémédiablement une baisse du pouvoir d'achat. Plus généralement, le problème immobilier en France est multiple. De nombreux travailleurs sont aujourd'hui privés de propriété faute d'un niveau de rémunération suffisamment élevé, mais aussi à cause de la spéculation. Une spéculation qui vient en partie de l'étranger, si on prend en compte la capitale, mais pas seulement. Le phénomène des multipropriétaires, ces foyers qui détiennent plusieurs logements, notamment dans une même grande agglomération, participent aussi de l'impossibilité pour de nombreux Français de devenir propriétaires. Que ces biens servent au logement occasionnel des intéressés ou de source de revenus via la location, ils sont, dans une ville comme Paris, l'objet d'une véritable spéculation. Or, la propriété, à défaut d'être un droit sacré, est avant tout une sécurité sociale et économique et qui assure les besoins de base du citoyen. En privant une large partie des Français de l'accès à la propriété, on les prive non seulement d'une certaine sécurité, mais aussi d'un enracinement sur le territoire. Le clivage entre propriétaires et non-propriétaires pourrait ainsi devenir une nouvelle fracture entre les Français, une fracture non seulement sociale, mais aussi générationnelle, entre des plus de 40 ans qui ont pu profiter d'un immobilier accessible et d'un pouvoir d'achat correct, et une génération née après les années 80 et qui devra s'endetter pendant plusieurs décennies pour espérer, si elle dispose des revenus suffisants, obtenir un jour un petit logement. Tous les artisans ne vous veulent pas que du bien. En 2017, les plaintes contre des plombiers, des serruriers ou encore des chauffagistes ont explosé. En cause, la multiplication des arnaques avec des factures pouvant se chiffrer à plusieurs milliers d'euros. Thibaut Bastide. Coucou, c'est le plombier, ça fera 1000 €. Cette phrase peut paraître totalement disproportionnée et pourtant elle reflète bien une réalité. En effet, selon la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, les arnaques d'artisans ont explosé en 2017, plus 7% par rapport à l'année précédente. Ainsi, ce ne sont pas moins de 10 000 plaintes qui ont été déposées en 2017. Environ 54% des entreprises contrôlées par la DGCCRF ont été sanctionnées et une centaine de procès-verbaux ont été dressés, dont les 2/3 en Île-de-France. Au-delà du nombre de plaintes, ce sont les factures atteignant des sommes astronomiques qui inquiètent les autorités. En effet, alors qu'en principe, une ouverture de porte ne doit pas dépasser 800 €, les mauvaises surprises atteignent rapidement plus de 2000 €. En cause, la multiplication des artisans non agréés par les assurances, profitant de la détresse des gens qui sont dans l'urgence. Si l'explosion de ces arnaques s'est poursuivie en 2018 avec plus de 8300 plaintes entre janvier et novembre, la répression des fraudes tente par tous les moyens de juguler le phénomène. Dans l'optique de renforcer la lutte contre ces pratiques, des amendes allant jusqu'à 100 000 € peuvent désormais être prononcées. La réglementation interdit également d'utiliser des dessins, coordonnées, références ou autres signes distinctifs relatifs à un service public sans autorisation préalable du service concerné. Autrement dit, les prospectus distribués sont tous illégaux. Il faut dire que le mode opératoire des arnaqueurs est souvent bien identifié. Les entreprises, peu scrupuleuses, n'hésitent pas à présenter leur société de façon trompeuse et survalorisée. Mention de père en fils ou artisan de proximité, partenariat avec une grande marque, tous les moyens sont bons pour appâter le client avant de lui asséner un violent coup au portefeuille. Et leurs systèmes pour échapper aux sanctions sont également bien rodés. Pour cela, ils peuvent se mettre en insolvabilité, transférer les fonds ou bien créer une nouvelle entreprise tous les 2 mois et donc ne pas se faire attraper. Ainsi, il est très difficile de lutter contre ces pratiques. Le meilleur moyen pour éviter toutes mes aventures reste encore le bouche à oreille et éviter de se fier aux prospectus déposés par dizaines dans les boîtes aux lettres. Privilégiez également les artisans connus de votre entourage et qui ont pignon sur rue. L'actualité en bref, et c'est encore avec Thibaut Bastide. Chantal Joanneau n'envisage pas de démissionner après avoir annoncé son retrait du grand débat sur les gilets jaunes. La présidente de la Commission nationale du débat public, la CNDP, exclut toute démission malgré les pressions exercées par l'exécutif. Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, avait suggéré que la commission elle-même pourrait réclamer le départ de sa présidente. Chantal Joanneau juge ces attaques personnelles et incompréhensibles et estime ne pas être rémunérée pour faire le grand débat, mais pour présider la CNDP. Joachim Son-Forget n'est pas tendre avec ses anciens camarades de La République En Marche. Alors que plusieurs députés de la majorité avouent être victimes de menaces de mort ou d'attaques racistes, le démissionnaire a relativisé ses petites affaires lors du lancement de son parti politique. Joachim Son-Forget a ainsi invité ses anciens collègues à avoir les nerfs accrochés, les qualifiant de mous du genou.
Pas de survivants après le crash du Mirage. Jeudi, le ministre des Armées, Florence Parly, a annoncé dans un communiqué la mort des 2 membres d'équipage du Mirage 2000D qui s'est écrasé mercredi dans le Jura. L'avion de chasse avait disparu des écrans radars après son décollage de la base de Nancy-Aucher en Meurthe-et-Moselle et alors qu'il effectuait un vol d'entraînement à basse altitude au-dessus du massif jurassien. Les circonstances précises de l'accident n'ont pas encore été précisées. Carlos Ghosn, toujours dans la tourmente, après avoir vu sa demande de remise en liberté refusée par le tribunal de Tokyo. Le PDG de Renault est mis en examen pour une seconde fois. Le parquet de Tokyo l'accuse d'abus de confiance aggravé et lui reproche d'avoir minoré ses revenus. Ses avocats, de leur côté, réclament à nouveau sa libération sous caution. En attendant, Nissan a déposé une plainte contre son ancien patron. Supprimer les allocations familiales aux parents d'élèves violents divise la majorité. Alors que le gouvernement réfléchit à mettre en place cette mesure, de nombreux députés de La République En Marche ont immédiatement affiché leur réticence, estimant qu'on ne réglera pas les difficultés en ajoutant de nouvelles difficultés. Cette mesure très controversée s'inspire de la loi Ciotti qui suspendait les prestations sociales pour les élèves trop souvent absents. Cette dernière avait été abrogée sous le quinquennat de François Hollande. La pétition L'affaire du siècle bat tous les records. Plus de 2 millions de personnes ont signé en moins d'un mois une pétition en faveur d'un recours contre l'État pour inaction climatique. Le seuil des 2 millions de soutiens, du jamais vu en France pour une pétition en ligne, a été franchi jeudi selon le compteur affiché par le site. La pression se fait de plus en plus forte sur l'exécutif. Les représentants de l'État ont 2 mois pour répondre. Les ONG planifient ensuite un recours juridique devant le tribunal administratif de Paris. Envoyé spécial censuré en Afrique, jeudi, l'émission de France 2 consacrait son 3e reportage à l'industrie lucrative du cacao en Afrique, notamment pour s'assurer que le travail des enfants avait bien disparu. Problème, le sujet met en lumière qu'il n'a pas disparu. Si en France, les téléspectateurs ont pu regarder sans problème ce reportage, cela n'a pas été le cas en Côte d'Ivoire, notamment où un correspondant de France 24 à Abidjan a prévenu que la diffusion avait été arrêtée avant d'être remplacée par un reportage des années 70 sur les fontaines de Paris. Un djihadiste vole des rapports d'autopsie en Belgique. L'individu revenu de Syrie a été arrêté après avoir dérobé le disque dur contenant les rapports d'autopsie des victimes des attentats terroristes du 22 mars 2016 à Bruxelles. Malgré l'arrestation, le disque dur reste introuvable. Le Japon apporte son aide à l'Iran. L'Agence internationale de coopération du Japon a soutenu un projet dans le sud-ouest de l'Iran qui vise à planter des arbres et revivifier des prairies autour de la rivière Karun, la seule navigable d'Iran. Avec ce contrat, le gouvernement nippon va aider l'Iran à améliorer la qualité de l'eau et ses pratiques de gestion et augmenter le niveau de l'eau. En août 2017 déjà, les Japonais avaient signé un contrat avec l'Iran pour améliorer la stratégie dans le domaine de la gestion de l'eau. Et voilà, c'est bientôt la fin de cette édition. Comme chaque vendredi, vous pouvez vous procurer le quotidien présent de fin de semaine à la une. Le député de l'AfD, Franck Manitz, agressé à la barre de bois. Ce soir, retrouvés immédiats, Jean-Yves Le Gallou et Nicolas Faure évoquent le traitement médiatique des Gilets jaunes et reçoivent une gilet jaune, prénommée Kim, pour comprendre la rupture entre les fameux Gilets jaunes et les médias. Et samedi, découvrez un nouveau numéro du Samedi Politique. Pour le premier numéro de l'année, Élise Blaise reçoit Laetitia Dewal, la porte-parole des Gilets jaunes dans le Val d'Oise, l'occasion de rétablir la vérité sur le mouvement social qui entame son 9e samedi de mobilisation. Nous avons notre propre conscience. Et ça, ils ont du mal à l'accepter. On sent bien qu'ils ne veulent pas nous. Ils ne veulent pas nous voir, ils veulent nous écarter, ils veulent minorer notre pouvoir, notre masse, mais ils n'ont pas le choix, on est partout. Les Gilets jaunes sont de partout. On a même des anciens LREM, faut pas se leurrer. On en a qui ont voté Macron et qui ont été particulièrement déçus de sa politique. On a vu beaucoup d'images qui ont été diffusées mais de façon tronquée. Et bien c'est là où commence la désinformation. Moi ce que je vois c'est que quand les forces de l'ordre font des débordements, on dit qu'ils sont exténués, qu'ils sont fatigués, qu'ils craquent, que ce sont des êtres humains. À côté de ça, un citoyen, on ne lui accorde pas le droit de craquer. Mais il y a des dérapages aussi parce qu'à force de nous pousser à bout, on finit par répondre. On n'est pas dans l'attaque, on est dans la défense. Quand on voit le nombre de blessés par flashball, de personnes défigurées, ils ne retrouveront jamais une intégrité. Tout ça, on n'en parle pas. Et pour la plupart, pour plus de 95%, c'était des personnes qui étaient venues là de façon pacifique.
Dimanche, Jean-Pierre Maugendre vous donne rendez-vous dans un terre de mission consacré au mondialisme avec un invité, le journaliste et directeur de rédaction du Figaro Histoire, Michel Degégère. Et tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz. Et c'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne fin de semaine à tous. À lundi. Bonsoir. Nous avons une femme psychologue d'entreprise au village, enfin pas tout le temps, elle occupe une maison pour l'hiver parce qu'elle exerce à Toulouse, mais là elle s'interrompt pour l'hiver après un deuil. Donc on lui prête une maison et l'autre jour elle m'a abordé en me disant « j'ai vu ce que vous faites sur Internet, je voulais vous parler de quelque chose ». Et je lui ai recommandé de ne pas dire à ses amis de Toulouse de quel village il s'agissait, elle m'a promis la discrétion, mais elle est revenue à son affaire et elle m'a dit « il y a une chose qui me frappe parce que j'ai le nez dessus quand je m'occupe des conflits en entreprise ». Ce sont les névroses personnelles qui sont perceptibles en ce moment dans l'évolution de la crise des gilets, là, comme cette histoire de boxeur qui est monté à la sauce des forces de l'ordre et qui est en train de devenir un héros emprisonné. Alors je m'attendais à ce qu'elle me serve le discours habituel qu'elle reste donc au premier degré, violence intolérable, à ce qu'elle rajoute même une pointe de mépris féminin pour les boxeurs. Mais elle m'a surpris en disant qu'on avait là un cas d'identification de la foule à l'agressivité d'un seul homme à cause des images tournées ce jour-là. Ce qu'il faut voir, me dit-elle, c'est qu'une bonne moitié de ceux qui regardaient ces images a l'âge d'avoir joué à des jeux vidéo. L'affrontement est plus ou moins inscrit dans l'imaginaire de toute une génération. Le type baraqué qui essaie d'enfoncer une rangée d'adversaires à coups de poing, ça leur parle. Et là, vous avez en direct, et puis ensuite en boucle, des images qui s'apparentent au FPS, vous savez, le First Person Shooting, ce qui fait qu'une partie de la population a tout le loisir d'épouser le point de vue, l'agressivité et finalement les conséquences d'une montée du joueur en première ligne. Et je lui dis les conséquences, me dit-elle, parce qu'ensuite, l'identification continue. Le type a des ennuis avec la justice pour une réaction que la plupart des spectateurs masculins, en tout cas, auraient pu avoir aussi à la sortie d'un cinéma, par exemple. Ensuite, il y a la menace d'amende. Et là encore, on est dans un schéma familier dans l'imaginaire de beaucoup de gens. La prison, vous rajoutez la cagnotte de soutien, qui est un truc qui se pratique de plus en plus en entreprise. Et vous avez tous les ingrédients d'un défouloir à la française. D'autant que de l'autre côté, je dis même pas le gouvernement, le président lui-même a montré sa faille principale, c'est qu'il a horreur du contact, de l'affrontement direct. Or, ces gens qu'on voit en train d'enfoncer la porte d'un ministère, d'essayer de remonter vers le Parlement ou vers l'Élysée, ces vagues de manifestants qui rôdent chaque semaine autour des lieux du pouvoir, répondent en fait à la crainte la plus intime du président. Dans mon métier, on connaît très bien ce genre de caractère. C'est un type qui est habile pour faire des coups en douce, mais qui est incapable de faire face si on le coince dans un couloir en lui disant maintenant, plus de faux fuyants, vous allez me répondre. En entreprise, on a ça tout le temps. Je passe mon temps à organiser des réunions de conciliation où le type ne vient pas parce qu'il a horreur d'être mis face à la colère qu'il a suscitée dans une équipe. Là, j'ai objecté quand même qu'on le voyait souvent, le président Macron, prendre des bains de foule et se trouver justement dans la situation du type qui doit se justifier. Mais elle m'a répondu, pour tous les gens de mon métier, c'est évident quand vous voyez les images qu'il lutte contre sa nature profonde, qui répugne au contact. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'il en fait trop dans l'autre sens. Il est trop familier, il donne dans le genre papouilleur avec tout le monde, les rappeurs, Trump. Eh ben, c'est pas net tout ça, me dit-elle. Donc je lui ai demandé, vous voyez ça comment maintenant ? Je suis assez pessimiste, elle me dit, parce que dans ce genre de conflit, tout repose sur la névrose de celui à qui s'adresse le conflit. Et là, la névrose est très très grande. La preuve, elle est contagieuse, puisque regardez ce qui vient de se passer. Vous avez vu cet ancien ministre, là, Luc Ferry, le type avec les grands cheveux, et qui doit avoir le même caractère que Macron, j'imagine. Sa névrose est une sorte de projection de celle du président. Donc il réagit dans un sens qu'on peut imaginer voisin, et là c'est terrifiant, s'il exprime la voix de son maître, parce qu'il dit que maintenant il ne faut plus hésiter à tirer. Donc finalement, c'est comme un match. Vous avez deux camps qui sont en train de se former. Les premiers qui nourrissent un fantasme de monter à l'assaut et les autres qui ont le fantasme inverse, la défense de la citadelle au canon. Le schéma politique classique normal est quand même en général beaucoup plus diffus. Normalement, il y a plein d'acteurs dans une crise politique, tandis que là, on peut dire que tout est ramassé, condensé, simplifié, comme dans les tragédies de Racine, puisqu'il dit « je suis le seul responsable, venez me chercher ». Et les gens lui répondent, comme un seul homme, on arrive et mentalement, ils suivent le boxeur ou l'autre, là, le routier.
Dans une entreprise, quand il y a une crise de ce genre, ça se termine toujours par l'éviction du névrosé, sauf que là, on n'est pas une entreprise et le type n'a pas de supérieur. Donc à force de surréagir, le président névrosé est capable de provoquer la faillite de l'entreprise à lui tout seul. Sauf s'il y a conjuration contre lui au sommet. Toutes ces démissions autour de lui sont quand même assez claires. On est déjà dans ce schéma, me dit-elle. Moi, je vois bien, dans un premier temps, une fuite en hélico, et puis après, bon, ça reste ouvert. Et elle a conclu, finalement, si ça se trouve, c'est Benalla qui va sauver la France. Parce que s'il en sait assez pour justifier une destitution, et surtout si les parlementaires ont du courage, mais là, c'est pas dit. J'ai dit à tout le monde à l'époque, me dit-elle, qu'il fallait pas les lire, mais personne ne m'a écouté. Dans mon boulot, j'ai même été placardisé pour l'avoir dit. Eh ben, lui ai-je répondu avec un sourire et un soupir, vous n'êtes pas la seule. Abonnez-vous, merci.